vous partager et vous présenter quelques revues où ils vont illustrer bien sûr la diversité et la vitalité de la recherche en didactique des langues et en études linguistiques au Mexique. Synergie Mexique liée à l'UNAM s'inscrit dans un réseau international promouvant la diffusion des travaux en didactique du français langue étrangère et en francophonie. La deuxième revue Verve et Lingua, publiée par la Université de Guadalajara, se distingue par son approche interdisciplinaire en linguistique appliquée et en enseignement des langues. De son côté, Langue Culture, associée à la Universidad Autónoma del Estado Hidalgo, met l'accent sur les liens entre la langue, la culture et les pratiques éducatives, notamment dans des contextes multilingues. Enfin, Langue en contexte de la BOAP explore les dynamiques linguistiques dans divers environnements socio-éducatifs en valorisant des perspectives critiques et contextualisées. L'ensemble de ces revues constitue des espaces essentiels de diffusion scientifique et de réflexion sur l'enseignement, la recherche et les politiques linguistiques. Soyez les bienvenus et Victor, je te cède la parole. Merci beaucoup, Edouard. Écoutez, je voulais remercier tout d'abord le comité organisateur du colloque et tous les collègues qui sont là pour écouter cette présentation. Et effectivement, je suis Victor Martinez, je suis professeur de temps complet à l'ENALT de l'UNAM, l'Escuela Nacional de Lenguas Lingüística y Traducción, et je donne des cours de FLE, mais aussi des cours dans la licence en linguistique appliquée. Et actuellement, je suis rédacteur en chef aussi de la revue Synergie Mexique. Donc, Synergie Mexique, comme l'a dit Edouard, c'est effectivement une coédition entre le GERFLIN qui se trouve en France et la UNAM. Donc, le GERFLIN, c'est le groupe d'études et de recherche pour le français et langue internationale. C'est un programme mondial d'édition, de diffusion scientifique francophone qui est rattaché à la Fondation Maison des sciences de l'homme. Donc, le GERFLIN crée, coordonne, publie, édite et indexe un réseau mondial de revues scientifiques qui respectent les standards scientifiques et éditoriaux internationaux. Et donc, le but du GERFLIN, c'est la promotion justement des chercheurs du monde entier qui ont choisi la langue française pour diffuser leurs pensées et leurs travaux dans les champs des sciences humaines. Et ça, d'un côté, et de l'autre côté, la défense de l'humanisme et du dialogue des langues et des cultures. Donc, comme vous pouvez le voir, Synergie, c'est un réseau de revues, 31 revues dans le monde, Algérie, Argentine, Brésil, en passant par l'Inde, l'Italie, la France, bien sûr, etc. Dans le cas de Synergie Mexique, nous en sommes au 15e numéro. Donc, Synergie Mexique commence le numéro 1. La publication du premier numéro a eu lieu en 2011. Et Synergie Mexique 15 devrait pas tarder à apparaître parce qu'il y a eu quelques problèmes de mise en page apparemment en France. Donc, c'est une publication annuelle qui a pour langue de publication le français et l'espagnol, mais le français à hauteur de 80% et l'espagnol dans une moindre mesure. On est autorisé à proposer 2-3 articles par numéro. Et quand je dis autorisé, c'est plutôt le visto bueno, disons, du GERFLIN, parce que justement, comme c'est une coédition, il y a toute une ligne éditoriale à tenir et à suivre et qu'il faut respecter justement par rapport à toutes les revues. Donc, c'est la version en ligne, vous pouvez la trouver sur le site, je vous donnerai l'adresse un peu plus tard, et en papier jusqu'en 2024, mais on s'est rendu compte que vraiment c'était... et vu la situation, par exemple, à l'UNAM, où on se trouve à devoir faire pas mal d'économies, justement, toutes les questions d'envoi, de stockage de revues, etc., c'était une charge assez forte.
Et je pense que maintenant, on est tous habitués à consulter d'abord en ligne. Donc, c'est une revue aussi qui est indexée, EBSCO, Latindex, entre autres. Alors, quels sont les axes thématiques de la revue? Bah, didactique de la langue culture française, des langues cultures et des littératures, recherche en littérature française et francophone, toute la question des politiques linguistiques, sciences du langage, linguistique, traduction, traductologie, technologie de l'information et de la communication pour l'enseignement, mais de façon plus ample, je dirais que c'est tout ce qui a à voir avec les sciences humaines. Nous recevons des articles, des notes de lecture avec de livres ou de thèses. Il y a une petite faute, vous verrez, il y a une petite coquille en libre, c'est le correcteur qui me l'a changé en automatique. Donc des livres et des thèses, des comptes rendus d'expérience, etc. Et l'équipe Synergie Mexique est constituée donc du comité de rédaction que je présenterai un petit peu plus en avant. On a toujours un coordinateur ou une coordinatrice invitée qui nous aide justement à la gestion du numéro, qui s'occupe aussi de l'évaluation des articles, etc. Et on dispose d'un comité de lecture permanent et d'un comité scientifique. Alors, à qui est dirigé l'appel de Synergie? Aux chercheurs et chercheuses menant leurs travaux au Mexique dans le domaine de la didactique des langues et des sciences humaines et sociales. Les enseignants de FLE ou de français langue seconde ou même français, enfin, on a eu des cas des gens travaillant par exemple au lycée français ici de Mexico, non? Aux étudiants de licence, master, doctorat de la République mexicaine qui souhaitent faire justement connaître leurs recherches effectuées dans leurs différents domaines. Alors, il faut dire que les premiers numéros de Synergie étaient très orientés sur la question de l'enseignement du français langue étrangère, de la didactique du français langue étrangère, mais c'était un peu dû au contexte. Ceci dit, parce qu'à l'époque, c'était le scellé, la question de la traduction il y avait moins de collègues, disons, qui étaient embauchés à l'ENALT, au CELE, à ce moment-là, sur les questions de traduction. Mais ça, c'est en train de bouger. Ces lignes sont en train de bouger. Et aussi, heureusement, on a nos collègues de la Facultad de Filosofía y Letras qui, depuis des années, nous prêtent main forte avec justement des articles portant sur la littérature. Et finalement, c'est aussi adressé aux chercheurs d'autres pays qui travaillent sur toute thématique, mais liée au Mexique. C'est un peu la condition. Si c'est un chercheur, une chercheuse qui se trouve hors du Mexique, il faut que ça soit lié, qu'il y ait justement au contexte national. Alors, quelques chiffres. Entre 2011 et 2026, comme je le disais, 15 numéros. Pour un total de 121 articles et 39 notes de lecture et compte rendu. Alors, ça peut paraître dérisoire, non? Mais je pense que Heidi, ça a été dit hier sur cette question de comment défendre la publication de la recherche en français face à cette demande de plus en plus croissante de le faire en anglais parce que ça serait plus reconnu. Donc, nous, je montre ces chiffres un peu avec l'idée de dire, bon, c'est un petit apport, mais je pense qu'il faut le préserver, il faut continuer à augmenter justement ces chiffres et cette production. Non? Intéressant, l'origine des contributeurs et des contributrices. Alors, bien sûr, la plupart viennent du Mexique, Mexico, Toluca, Querétaro, Guadalajara, Hermosillo, etc., etc., Puebla, bien sûr. Et on a aussi des contributions qui viennent à l'international. Alors justement, c'est intéressant de constater que beaucoup de collègues qui étaient là hier ou qui assistent à ce colloque, qui sont là aujourd'hui, ont contribué, ont participé, ont aidé justement à ces chiffres que je viens de donner, parce que justement, c'est l'idée de faire partie d'un réseau de chercheurs, d'enseignants et d'étudiants qui publient en français. Non par exemple, Heidi Silva a coordonné le premier numéro avec des collègues du CELE. Elle a contribué aussi tout au long de ces années avec plusieurs articles.
Clotilde Barbier, Stéphanie Voisin, qui est présente, il me semble, Béatrice Blin, Adelina Velasquez, qui était là ce matin, je ne sais pas si Adelina est encore là, Monique Oui, Landé, je suis là. bonjour Adelina, ont été coordinatrices invitées, mais aussi auteurs dans divers numéros. On a aussi Georgia Grandan, Adelina Pérez-Barbier, Rebecca Navarro, que j'ai vu hier aujourd'hui, Vincent Sumo, Fabiane, qui ont également publié avec nous. Alors, je cite ces noms et je m'excuse pour si j'en oublie, je n'allais pas donner la liste complète, mais c'est un peu l'idée de dire que euh, la revue constitue, à mon sens, un espace privilégié pour la diffusion de la recherche en français, mais aussi, comme Heidi l'a signalé hier, une vitrine de la production scientifique des chercheurs, des enseignants et des étudiants qui résident au Mexique. Et bien sûr, Synergie, pas Synergie tout seul, mais Synergie, et c'est pour cela qu'on est très content de la création de l'AMDIF et justement de cette énergie et de, et de retrouver une association qui nous permet d'avoir des espaces divers où on peut se rencontrer, où on peut partager des idées. Il y a des projets qui naissent justement avec ces rencontres. Et ben voilà, c'est notre petit grain de sable, justement, dans la construction euh, de ce réseau. Et je dirais construction, le réseau existe, disons, mais je pense que ça va faire un grand bien, justement, avec l'association pour le renforcer. Et donc, voilà pour ma part. Merci. Ah, mais j'oubliais, oui, non. La page, mais je vous la partagerai, la page Synergie, donc le contact par mail et le comité de rédaction. Je suis épaulé par Rodrigo Olmedo Yudico Becerril, de la ENALT aussi, qui est le co-rédacteur en chef, et la licenciada Jimena Cruz Zamudio, ex-étudiante de la licence en linguistique appliquée de la ENALT, qui nous aide avec les tâches de secrétario de publicaciones. Donc, voilà, voilà. Merci beaucoup, Victor, pour cette splendide communication des synergies Mexique. Et je voudrais savoir si parmi nous se trouve Carlos Solis, responsable de Verbum et Lingua de la UDG. Je ne crois pas. On va passer à la revue suivante. Catalina Juárez, langue en contexte de la UAP. Hola, Catalina no está, pero Ok, puedo hacer la presentación por bien ella. sûr, bien sûr, bien sûr. Donc, Lo je vous cède la parole. Gracias. Eh, Buenas tardes, mi nombre es María Leticia Temulcin Espejel, soy miembro del comité editorial de Lenguas en Contexto. Una disculpa porque mi presentación será en español, pero bueno, estoy atenta de sus preguntas. Voy a compartir mi pantalla. Ojalá me puedan comentar si la pueden ver. Gracias. Perfecto. Bueno, pues les quiero presentar la revista Lenguas en Contexto, que, bueno, ya tenemos 24 publicaciones impresas y 16 números en digitales que ustedes pueden consultar en la página de Lenguas en Contexto. Yo les voy a compartir aquí en el chat el vínculo donde van a poder encontrar esta información. Justo hace unos días, unas semanas antes de salir de las vacaciones, presentamos nuestro último número, el número 16 en digital y el número 24 en impreso, donde tenemos, bueno, una variedad de temas sobre didáctica, obviamente investigación en el área de lenguas. Y bueno, la ventaja o la razón por la que estamos presentando aquí es porque aceptamos, bueno, somos una publicación anual
y aceptamos contribuciones tanto en español, en inglés, obviamente en francés y en italiano. De hecho, aquí en la página de la facultad, que es donde tenía el inicio, eh, están los lineamientos en francés, el tipo de artículos que ahorita ya les voy a explicar, los que aceptamos, y bueno, toda la información que ustedes requieren para poder publicar en esta revista. Bueno, esta es una versión en línea y en papel, como les había comentado, y estamos indexados por Latindex. Em, los tipos de contribución que nosotros aceptamos y que los voy a leer en español, que vienen al final de esta página, son el artículo de investigación científica o tecnológica, el artículo de reflexión, que es el menos común que tenemos, pero también aceptamos, ¿no? Donde se presentan resultados de investigación desde una perspectiva analítica y crítica del autor de temas específicos. Es muy parecido al de investigación, sin embargo, aquí es más una parte bibliográfica experimental. Y también aceptamos reseñas de libros o recursos digitales. El comité editorial está compuesto por la editora en jefe, que es la doctora Catalina Juárez Díaz, que desafortunadamente hoy no puede asistir, la doctora Alejandra Platas García y su servidora María Leticia Temolcín Espejel, que estamos a cargo del comité editorial, o que formamos parte del comité editorial. Aquí también en la página vamos a poder encontrar, y creo que esta es la parte más importante el día de hoy, la convocatoria para publicar, que está abierta hasta el 28 de abril de este mes, ¿no? Yo sé que es poco tiempo, pero si ya tienen una investigación en curso o ya tienen un artículo que no han podido publicar o que no están seguros en dónde podrían publicar, bueno, Lenguas en Contexto podría ser la opción. Entonces aquí vienen también las líneas temáticas, ¿no? Que son la didáctica, la cultura, la lingüística aplicada, la traducción, y vienen los lineamientos, y hasta abajo, es que no, me parece que es en la otra, en la que les acababa de mostrar, en la de los lineamientos, ahí vienen todos los documentos que ustedes deben consultar para las son las directrices, ¿no? Si es que ustedes quieren publicar. Me parece que vienen hasta abajo. Sí, aquí están. La lista de verificación para la presentación del manuscrito. Y bueno, esta es una guía para que ustedes vayan revisando si su artículo o si su publicación es coherente para esta revista. Bueno, tenemos un número de contribuciones ya desde el 2010 muy importante. Bueno, pero antes de pasar a eso, sí me gustaría enfatizar que el 28 de abril se cierra la convocatoria y aquí está el correo a donde ustedes deben enviar su manuscrito. También lo voy a poner ahora en el chat para que lo tengan a la mano junto con la página de Lenguas en Contexto para que ustedes puedan revisar los lineamientos y el contacto, bueno, que está aquí es exactamente el mismo correo electrónico, la misma dirección electrónica, así que si antes de enviar su manuscrito ustedes tienen alguna duda, pues lo pueden hacer en estos días justo antes de que se cierre la convocatoria. Y bueno, lo que les comentaba es que ya en las publicaciones anteriores, de hecho, ustedes podrían revisar aquí los números anteriores que tenemos para ver cuál es el tipo de artículos que se han publicado. Tenemos ya un gran número de contribuciones como decía el ponente anterior, ¿no? De distintas universidades de México y de otros países, ¿no? Tenemos contribuciones de Honduras, por ejemplo, de Ecuador, algunos de Estados Unidos, ¿no? En particular de la Universidad de Texas.
que también hicimos unos números ahí, unos suplementos con la Universidad de Texas en inglés y en español. Entonces, bueno, los invito a leer y las invito a leer la revista para que podamos ver, ¿no? O sea, cuál es el estilo, si en realidad entra dentro de esta línea que yo llevo, bueno, las líneas que ustedes llevan, y si tienen alguna duda, cualquier duda que tengan, nos puedan escribir al correo. Estoy intentando escribirlo en el chat. Em, y ahí podemos atenderles, ¿no? La verdad es que francés no es mi fuerte, entonces si ustedes son tan amables de escribir en español o en inglés, con gusto, bueno, en el caso mío, pero sí hay otras colegas que pueden atender también sus dudas en francés. Entonces, les agradezco mucho, creo que me aceleré un poco, fue una presentación muy breve, pero si tienen dudas estoy eh, a sus órdenes. Muchas gracias. Muchísimas gracias, maestra. Al final vamos a dar un espacio para interacción con los participantes para tener mayor información al respecto. Merci beaucoup de votre participation. Juste à la fin, on va laisser un petit espace pour ce parti de questions-réponses. Et dernier rappel de notre cher collègue Carlos Solis de la revue Verbum et Lingua de la UDG. Je pense qu'il a eu de petits problèmes de connexion. Alors, Maestra Leti, si vous me permettez l'écran, ce sera les moments de vous présenter la revue Langue et Culture. Attendez. Est-ce que vous pouvez déjà regarder et voir mon écran? Oui, Ah, Oui, sans problème. Merci beaucoup. Je vais me permettre de vous présenter, partager un peu de l'histoire, des origines de la revue Langue Culture. Alors, notre revue est née après les congrès internationaux des langues, d'après l'année 2019. Comme vous pouvez regarder un peu, ce que nous cherchons dans tous les participants et les articles qui ont déjà été publiés, c'était créer un espace destiné à celles et ceux qui souhaitent partager leur expérience pédagogique en classe, ainsi que le chercheur, dont les travaux constituent ces parties des développements professionnels des enseignants. On est, à ce moment-là, pendant l'année 2019, on a considéré que derrière chaque langue se manifestent des pratiques culturelles, et je vais permettre de citer Agrève et Van Passel quand ils ont dit que l'enseignement linguistique comporte ipso facto une dimension culturelle dans la mesure où la langue, en tant que phénomène, constitue essentiellement l'un des principaux aspects de la culture d'une communauté. Alors, quelle est l'orientation de notre revue? Et évidemment, c'est une publication éditée par l'Universidad Autónoma del Estado Hidalgo. Son objectif principal, c'était de réunir des travaux issus des recherches et des pratiques mises en œuvre dans l'enseignement des langues afin d'offrir une source de référence et de favoriser les échanges entre les professionnels de l'enseignement et de l'apprentissage des langues. Alors, quel est le processus éditorial, comme mes camarades viennent de mentionner? Principalement, c'était avoir des articles originaux, non publiés dans d'autres supports, qu'il existe bien sûr une évaluation double aveugle, et surtout l'analyse du contenu et la vérification de l'originalité du manuscrit. Alors, vous pouvez regarder un peu ce processus. Normalement, nous avons un premier évaluateur, donc vous pouvez déjà regarder la possibilité des résultats. Si c'est positif, passe en deuxième évaluateur, et si le résultat est positif, évidemment, l'article de recherche est accepté. Donc, vous pouvez voir toutes les possibilités, sauf s'il y a des petits problèmes dans la conception et la présentation des résultats.
il y a comme résultat rejeté ou réserve des modifications, etc. Ensuite, je vais vous montrer un peu ce processus de l'appel à contribution, l'envoi des propositions à plateforme OGS. Pour nous, tout est sur une plateforme. Euh, on a un courrier électronique, bien sûr, pour des questions, etc. Mais tout, et vous allez juste à la fin avoir un code QR où vous pouvez avoir l'accès à notre revue. Comme troisième étape, nous avons la réception des travaux, principalement de articles. Et ça commence comme une quatrième étape, cette production éditoriale, où évidemment, il y aura cette édition des manuscrits, la révision des manuscrits pour arriver à une septième étape, qui c'était la publication de la revue, on va dire version digitale et accès gratuit. Pour parler un peu de l'indexation de notre revue, comme vous pouvez déjà regarder, atteste de la qualité et de la rigueur scientifique des publications, évidemment tout en facilitant leur diffusion auprès d'un public spécialisé. Donc vous pouvez déjà regarder tous ces, on va dire, indexations qui nous aident bien sûr à maintenir une qualité exceptionnelle et d'assurer la qualité de notre revue. Alors, pour l'évaluation, pour la conception de la revue au début et maintenant, c'était bien sûr la caractéristique de base, les normes de présentation, une politique éditoriale et de gestion vraiment importante, la qualité des contenus et surtout ces critères propres aux revues en ligne. L'équipe éditoriale, vous pouvez déjà regarder, il y a Monsieur le Président, secrétaire, la responsable, la rédactrice en chef, et aussi on envoie des invitations à d'autres universités, à d'autres corps académiques pour l'intégration et la collaboration inter et extra-universitaire. Donc, nous avons commencé la publication de revues, des numéros en 2019. Donc, vous pouvez déjà regarder la variété de thématiques et la variété aussi de institutions, de chercheurs et de chercheuses. Donc, notre numéro actuel, c'était les sciences cognitives et l'apprentissage des langues, qui est paru l'année dernière, et vous pouvez aussi déjà utiliser votre appareil photo et accéder et regarder, feuilleter notre dernier numéro. Vous savez aussi le partage de contacts où vous pouvez nous écrire celle-rlz revue langue culture @uaeh.edu.mx et nous pouvons soit partager l'appel à contribution, vous faciliter aussi le suivi de vos articles, de vos productions et aussi partager nos événements au niveau macro de notre université. Donc, de la part de la revue Langue Culture, c'est tout. Et nous avons le temps de vous écouter, bien sûr, si vous avez des questions. Il y a Victor, il y a aussi Laetitia et il y a aussi moi qui peut vous aider. Donc, on vous aide la parole. Est-ce que vous avez des questions? Tout était super clair. Alors, je vois qu'il y a Pardon. une question de Georgia sur le chat qui D'accord, demande ok. les dates pour la publication dans Synergie. D'accord. Alors, je n'ai pas mentionné, mais justement, on a parfois du mal à trouver le nombre d'articles minimum, c'est-à-dire 5 ou 6 articles, c'est le minimum pour pouvoir publier. Et donc, des fois, justement, ça prend beaucoup plus de temps et on court après un ou deux articles qui nous manquent.
Et en plus, on ne fait pas de thématique parce que si déjà, quand c'est général, c'est compliqué, vous imaginez bien que si on met une thématique, ça serait impossible. Donc là, j'ai partagé avec vous justement l'appel Synergie. Pour le numéro 16, la date limite de réception des articles, c'est le 30 juin 2026. Mais on met toujours un mois de plus et finalement, nous, on part de l'idée que c'est un appel ouvert, non, dont vous pouvez envoyer vos contributions à n'importe quel moment. Et Ma question c'était, pardon Victor, ma question c'était, à partir du moment où l'article est accepté, combien de temps il prend pour être publié? Pardon. Non, en fait, là aussi, ça dépend. Par exemple, comme on Mhm. travaille une partie du processus, c'est au Mexique et l'autre, c'est en France, tout ce qui est mise en page, etc., l'évaluation a lieu ici au Mexique. Nous, ce qu'on envoie, c'est les articles corrigés dans leur version finale. Et nous, Mhm. on a envoyé depuis début novembre. Et là, le numéro 15 n'est pas encore sorti. Je ne sais pas ce qui se passe au Gerflin, mais ils avancent très lentement pour ce numéro. Et là, je n'ai pas encore de date précise. En règle générale, je te dirais que c'est février-mars, quand tout va bien. Ok. Non, c'est-à-dire, euh, on clôt avec l'année, en novembre-décembre, Ouais. on envoie toutes les archives, et quand ça marche bien, il leur faut 2 mois, 2, 3 mois pour mettre le numéro en ligne. Ok. C'est une question que j'aimerais poser d'ailleurs à tous les autres représentants. Le temps moyen de publication entre l'acceptation d'un article et sa publication, parce que je pense que c'est aussi un facteur qui nous intéresse quand on cherche à publier. Très bien, merci Georgia. Vamos a dar la palabra a la maestra Leti. Si nos Ujú. puede explicar un poco si queremos publicar en lenguas en contexto, una vez que sale la convocatoria, ¿en cuánto tiempo nuestro artículo va a ser publicado? Pues para esta convocatoria ya estamos muy apresurados, o sea, ya llevamos artículos, bueno, los que hemos recibido ya dictaminados, pero si su artículo está ya muy bien escrito, es posible que haciendo la recepción para este año pueda ser publicado en este número que es de agosto 2026 a julio 2027. Me parece un poco apresurado, a menos que su artículo ya esté muy pulido, muy bien trabajado. Si no, nosotros también les comunicaríamos que el artículo se quedaría para el siguiente número, o sea, el siguiente número que sería agosto 2027, julio 2028. Pero bueno, si ustedes quieren intentarlo y de una vez enviarlo, si ya está muy bien revisado y checan ahí con los lineamientos para los autores, es posible que se publique en este número, ¿no? Ya tenemos algunos, como les decía, dictaminados, pero sí lleva, bueno, tiempo porque se hace por doble ciego, entonces, pues hay también que darle tiempo, ¿no? A los autores, a los lectores, a los dictaminadores para revisarlo. En algunos casos sí ha sucedido, pero o sea, no podemos prometer que si lo entregan ahorita antes del 28 de abril se publique este mismo. Idealmente sí, si ya está muy bien trabajado, pero también obviamente depende de muchos funcionarios y creo que el más importante, la dictaminación, que obviamente no la hacemos nosotros. Tenemos un comité que de hecho también lo pueden revisar en la página, un comité científico, entonces bueno, si ya está muy, muy trabajado, creo que sí podría ser para este año. Merci beaucoup. Et Georgia, du côté langue culture, nous avons 2 appels à contribution. Normalement, c'est octobre et début de l'année pour la publication soit en mai ou en novembre. Donc, on essaye bien sûr au moment de recevoir les articles, faire les suivis, être en communication permanente avec les auteurs pour connaître déjà quelles sont les observations, les commentaires de lecteurs, bien sûr, pour la publication. Et Delphine, Oui, j'avais une bienvenue.
Merci, Édouard. J'avais une question, mais il paraîtrait que Carlos Solis est dans la Ouais, salle. je viens de voir. Oui. Question pour la fin, si vous, pour laisser place à la présentation. Bien sûr. Et cher collègue Carlos Solis, on vous laisse 15 minutes pour la présentation de la revue de la UDG. Voilà, soyez les bienvenus. Merci, merci bien. Je suis très désolé par cette bon, parce que je suis arrivé en retard. J'ai un petit problème avec la technique et voilà, finalement je suis là. Alors moi, en tant qu'éditeur de la revue académique Bermomet Lingua, je suis très heureux d'être ici. Merci aussi pour l'invitation. Et bon, finalement pour nous, c'est un plaisir de pouvoir disons, vous inviter à tout le monde à publier chez nous. Nous sommes une revue électronique, les noms en entier, ça s'appelle Verbum et Lingua, Didactica, Lengua et Cultura. Cela donne déjà un peu les traces de dans quelle direction est-ce qu'on publie, on est dédié. On le fait dans n'importe combien de langues. Bien sûr, on essaie tout le temps de le faire avec des collègues qui peuvent aussi évaluer les contributions qui nous ont adressées. Mais disons que les langues avec lesquelles on travaille le plus, ce sont l'allemand, bien sûr le français aussi, l'anglais, l'espagnol, pourquoi pas. Et on commence déjà à publier aussi dans des langues indigènes. Alors pour nous, ce serait un plaisir de savoir si vous avez l'opportunité de publier chez nous. Euh, comme vous savez, finalement, l'Université Guadalajara a un prestige important en ce qui concerne les publications académiques dans le pays. Et pour nous aussi, dans le Departamento de Lenguas Modernas à l'Université de Guadalajara, nous sommes une espèce de pôle académique dans l'Occident du pays. On a des académiciens, mais aussi des étudiants et bien sûr des invités qui viennent de n'importe quelle université, pas seulement du pays, mais aussi du monde. Mais c'est vrai que l'université s'est positionnée comme une référence académique dans l'Occident de notre pays. Alors voilà, toutes les contributions qu'on essaie de publier. Ce sont des contributions qui vont dans la direction de l'enseignement de langue, la linguistique, aussi des aspects d'interculturalité dans la salle de classe quand on enseigne, mais aussi quand on s'occupe, par exemple, des études littéraires. Euh, et on essaie aussi de les positionner ou de les contextualiser pardon, dans le contexte mexicain ou de l'Occident du Mexique quand cela est possible. Cela ne veut pas dire que toutes les publications que nous avons, ce sont des publications dédiées à cette région du pays. Bien sûr, on s'occupe des phénomènes linguistiques, interculturels et littéraires qui s'adressent à l'enseignement de n'importe quelle langue dans quelle région du monde. Mais comme nous sommes une université publique, on essaie aussi de contextualiser tellement que possible dans notre région. Alors, moi, j'aimerais bien vous donner un coup d'œil à ce qui est le website de notre revue. Malheureusement, le website, maintenant, nous avons des problèmes techniques à l'université, on travaille déjà à trouver une solution pour cela, mais si vous cherchez notre revue, ça se voit un peu comme ça. Si vous voyez ici, Verbum et Lingua, comme vous voyez, la madame directrice, c'est Sara Quintero, qui est connue par n'importe combien d'entre vous, non? C'est-à-dire par pas mal d'entre vous, pardon. Et moi, en tant qu'éditeur, je travaille aussi, j'ai fait collaboration avec le docteur Sonny. Ay, se me fue el nervio, se me va el apellido. Mais bon, nous sommes deux à l'équipe d'édition. Et bon, nous publions 2 fois pendant l'année. On est dans le processus de transition à la publication continue. Alors, on peut recevoir des articles dans n'importe quel moment de l'année. Normalement, les contributions, ça prenne entre 3 et 6 mois pour savoir si cela sera publié. Et disons, une fois que cela est accepté, ça dépend de la montée de travail que nous avons à ce moment-là. Mais ça peut durer entre 2 mois, non? 1 ou 2 mois. Alors, si vous voulez et si vous avez l'opportunité de taper sur Google Verbum et Lingua, on vous invite à visiter notre website. C'est très facile d'avoir accès. C'est accès gratuit, bien sûr, en tant que publication gratuite d'une université publique. Et bon, là, vous allez trouver pas mal de contributions qui sont aussi adressées à la communauté de FLE. Alors, s'il y a des questions, de commentaires, je suis bien à l'aise de répondre. Merci beaucoup, Carlos. Il y a, oui, Angel. Oui, merci à tous les participants. Merci, Carlos.
Est-ce que tu pourrais nous dire un peu sur l'indexation de la revue? Oui, cette année, on est processus de nous intégrer à Redalic. Nous sommes déjà à Latindex. Nous sommes aussi dans l'initiative de Dora pour les bonnes, bueno, las buenas políticas, las buenas prácticas. Et le désir est de, une fois qu'on est déjà accepté par Redalic, on peut déjà prendre le pas pour penser à ingresser à Cielo aussi. Aussi. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a une autre question? Et Victor, il y a Oui, une question. il Oui, y a une oui, question sur le chat de Georgia pour d'accord. Synergie. Donc, elle voudrait savoir quels sont les critères pour pouvoir être coordinateur de cette revue. Donc, c'est une question pour Victor de Synergie. Oui, oui. Bah, en fait, c'est pas très compliqué. Il faut se mettre en contact, nous écrire et en parler justement pour commencer à préparer justement le numéro. Non? Donc, il y a pas un processus en particulier. Mais quand on vous contacte, il faut déjà avoir, par exemple, 2 articles à soumettre pour un numéro ou Non, bien. pas du tout. C'est plutôt un réseau de personnes à qui on peut suggérer, qu'on peut inviter pour la publication, etc. Hein. C'est pas, il n'y a pas un numéro minimum d'articles parce que c'est pas toujours facile, non? Et, Oui, généralement, le coordinateur invité n'écrit pas d'articles. Il s'occupe plutôt De tout là. d'aider à la coordination et et de s'occuper du préambule, donc toute la gestion du numéro finalement. d'accord, merci. Oui, Delphine Pluvinet. Oui, merci. Alors moi, j'avais une question en pensant aux jeunes chercheurs, c'est-à-dire que pour pas que ça fasse peur au niveau de la recherche, non, on a beaucoup d'interventions de chercheurs expérimentés. Mais dans les revues que vous présentez, est-ce qu'il y a une place justement pour les jeunes chercheurs? Et là, je parle de nos étudiants de maîtrise, par exemple, qui terminent leur thèse et qui aimeraient publier. Est-ce qu'il y a un critère de sélection un peu particulier pour les auteurs dans les revues que vous nous présentez? Ou est-ce qu'il y a un espace justement pour les jeunes chercheurs? Alors, si vous Oui, voulez, Ah, Victor. Carlos, Oui, oui, oui. ok. Dans le cas de Synergie, si c'est un article scientifique, il faut bien évidemment que la proposition, la contribution respecte justement bah, toutes les questions de qualité, disons, non, de l'article scientifique. Et dans le cas de Synergie, quand c'est en français, c'est souvent un problème de maîtrise de la langue. C'est le principal problème. Alors, c'est vrai qu'on a un ou deux articles par numéro en espagnol, mais parfois, ce n'est pas suffisant. Euh, alors, sinon, on a les comptes rendus de thèse, comptes rendus d'expérience qui peuvent apparaître dans la section Varia. Et là, il y a moins d'exigences, disons, par rapport à l'article scientifique. Non? Mais ce qui est une bonne remarque, c'est que finalement, particulièrement de la faculté de philosophie et lettres et la filière de lettres francesas, on a eu beaucoup de participation grâce à Monique Landé, entre autres, et Haïdé, etc., qui suggèrent aux étudiants à qui ils ont fait le suivi de leur thèse de licence pour qu'ils publient avec nous. Merci beaucoup, Victor. Carlos? Oui, pour nous, c'est aussi très simple. Bon, pour nous, tout d'abord, les critères pour la publication sont disponibles dans notre website et sont standardisés. Alors, tout le monde doit le suivre, soit en étudiant, soit en chercheur ou personne que ce soit, non? Et ce qu'on fait, disons, pas la politique, mais la pratique qu'on utilise déjà dans notre revue, c'est de inviter aux apprenants, disons, étudiants qui sont déjà prêts dans son master. Nous avons dans notre cas à l'université 4 masters dédiés à l'enseignement ou la recherche dans l'enseignement de langue.
C'est la maîtrise en allemand, la maîtrise en études francophones et 2 maîtrises dans le champ des études anglo-saxonnes. Alors, normalement, les personnes qui sont diplômées de ces 4 programmes sont invitées aussi à rédiger une espèce de résumé ou d'article qui on pourrait déjà intégrer dans la revue, non? Et comme nous avons 2 maîtrises qui sont déjà binationales, on le fait aussi, on joue un peu avec l'université dont les étudiants ont déjà acquis un diplôme pour que ce soit déjà aussi accepté selon le standard de qualité de CONACYT, non, ou de la CCT dans ces cas-là. Mais finalement, c'est la pratique que nous avons aussi pour encourager aussi les gens chercheurs de commencer déjà la pratique des publications académiques. Merci beaucoup. Et pour la revue Langue Culture, ce que nous cherchons, ce sont plutôt des articles originaux, non publiés dans d'autres supports, et cette analyse du contenu, la vérification de l'origine, et bien sûr, s'ils sont des masteriens ou des doctorants qui sont en train de faire la publication des articles parce qu'ils en ont besoin pour terminer ces études supérieures, d'avoir une publication. Donc, et la qualité, bien sûr, l'originalité et tous ces, on va dire, les règlements de la revue, il faut le respecter, bien sûr, les temps, etc. OK. Pour Leticia, maestra Leticia, adelante. Creo que sí entendí bien la pregunta. Se refiere a si los estudiantes de maestría pueden publicar, ¿cierto? Sí, justo lo que comentaba, que sean investigaciones originales y que no hayan sido publicadas en otro lugar, son bienvenidas. De hecho, ahorita tenemos en dictaminación 2 artículos que son de estudiantes del doctorado, entonces, del doctorado en enseñanza de lenguas en la UAP. Entonces, sí, también convocamos a los estudiantes de los posgrados a que puedan enviar sus investigaciones. Muchas gracias, maestra. Il y a une autre question. Est-ce qu'il y a une limite des temps pour publier une recherche après sa réalisation? Victor, je crois que tu as déjà mentionné, bon, mais Là, si je comprends bien la question, c'est-à-dire une recherche qui est menée, combien de temps après on peut laisser passer pour justement la réalisation de l'article? Je pense que c'est difficile. Il n'y a pas une date limite, c'est-à-dire nulle part c'est marqué 1 an et demi, 2 ans, 3 ans. Je pense que ça dépend beaucoup du type de recherche, du type de conclusion. Est-ce que ça a été une recherche juste exploratoire? Non, un début. Peut-être que si sur l'intelligence artificielle, par exemple, 3 ans après, je ne suis pas sûr que ça soit pertinent. Par contre, il peut y avoir d'autres recherches menées dont les résultats peuvent être justement intéressants de partager, même à plus long terme. Donc, je dirais, voilà ma réponse. Ça dépend du type de recherche. Je ne sais pas si les collègues sont d'accord. Merci beaucoup, Víctor. Maestra Leticia, ¿hay un límite de tiempo para publicar alguna investigación una vez hecho la realización? No, creo que entendí lo que comentó el profesor Víctor y efectivamente no hay como un límite, pero sí esta vigencia de los resultados y de las temáticas, ¿no? La pertinencia de las temáticas. De hecho, algunas veces, o en algún momento, algún rechazo que hemos hecho de artículos es precisamente porque ya no se hace ninguna contribución, o sea, lo que se dice sobre el tema ya está dicho, o sea, como que no hay nada nuevo en esa investigación. Entonces, creo que tiene que ver también más con eso, con la vigencia de la información, con la contribución al área o a la disciplina, más que el tiempo, que obviamente sí hay una relación ahí con el tiempo que haya pasado desde que se hizo la investigación hasta que se publica. Perfecto, muchas gracias, maestra. ¿Y Carlos? Chez nous, c'est pareil. Et normalement, ce type d'évaluation ou de critères, on le laisse aussi dans les mains des évaluateurs, non? Finalement, les dictaminadores, ce sont eux qui doivent aussi considérer la pertinence de l'étude et aussi si c'est une étude qui va finalement contribuer, disons, la discipline, non? Merci beaucoup. Merci à chaque 2 représentants de sa revue, vraiment intéressant et attirant pour nous, les chercheurs. Et ce que nous voulons publier
nos recherches en action, nos recherches faire partager surtout et créer des réseaux de chercheurs dans notre pays. Je crois qu'il n'y a pas de questions. Donc, merci à chaque revue de votre participation dans notre premier colloque de recherche AMDIF, de la part de la présidente, de toute l'équipe scientifique de ces colloques. Merci beaucoup de votre participation. On vous invite aux participants, aux chercheurs et aux futurs professionnels de la recherche en action de consulter nos revues et vous avez déjà les sites, les courriers électroniques et à regarder les appels à contribution. Ça, c'est très, très important de regarder les appels à contribution et de partager ces informations auprès de vos collègues et de vos étudiants. Merci beaucoup. On va laisser une petite pause pour reprendre les rythmes du bloc suivant. À plus tard.